Non, c'est vrai que c'est une question que nous avons abordée vendredi en préparant cet échange et c'est grâce à quelque chose que tu nous avais raconté, Victor, et ce n'est pas une surprise parce que c'est vrai que toutes les structures et les individus qui se dédient à soutenir des artistes en situation de difficulté ou de crise, au moment de relocalisation, l'argument qui est avancé par beaucoup de structures artistiques et culturelles, c'est que nous, on ne fait pas de politique, on fait de l'artistique, donc on ne connaît pas l'artiste, on ne connaît pas le projet artistique, et donc on ne peut pas être là pour accueillir et soutenir. Et là, je me demande, parce que tu l'as formulé très bien, Joris, mais je me demande aussi par rapport à toi, Maria Carmela, puisque tu accompagnes des artistes qui sont dans ces situations depuis plusieurs années, est-ce que tu trouves que ça t'éloigne de l'artistique? Alors, avant de répondre à cette question, d'abord, j'aimerais faire quelques remerciements et une demande. Donc, quelques remerciements. Tout d'abord, à Koubra Academy, que j'ai vu arriver, qui est au 3e rang, ici. Je te remercie, Koubra, un jour, je crois que c'était un 26 juillet de l'année dernière, d'avoir interrompu mes vacances après 2 jours pour me dire il faut qu'on fasse sortir les artistes afghanes et afghans. Allez, c'est urgent. Merci beaucoup. Et je n'ai pas eu de vacances, mais tout va bien. Et puis, j'aimerais remercier aussi Joris, parce que dès que j'ai accepté cette mission, puisque c'était une réelle mission que Koubra me donnait, j'ai appelé Joris et puis je lui ai dit il va falloir qu'on fasse des demandes de visa. Il faut trouver des lieux qui soient d'accord pour faire ces lettres d'invitation, pour faire venir le maximum d'artistes afghans et afghans. Et en 3 jours, nous avions 35 lettres d'invitation, je crois. Et ça m'a donné énormément de courage. Et vraiment, je me suis dit, on est un pays formidable. Et quelle générosité et quelle empathie nous, professionnels de la culture, nous pouvons encore avoir. Et ça m'a rassurée, en fait, sur nous-mêmes. Merci. Je sais que je n'ai pas pu remercier beaucoup de gens qui ont accueilli après ça les artistes. Et je le fais ici de manière publique et j'y tenais énormément. Et puis, merci à Londa pour cette invitation. Et je suis très heureuse d'être ici et pouvoir en parler, échanger avec vous. Et puis, j'ai une demande à Victor. Est-ce que je peux utiliser la petite minute de silence que tu as faite pour l'utiliser aussi pour soutenir ces femmes afghanes qui aujourd'hui sont en train de lutter dans les rues de Kaboul au détriment de leur vie et au risque de leur vie, et dont certaines aujourd'hui ont disparu et Koubra n'a aucune nouvelle depuis quelques temps maintenant. Donc ça me semblait important aussi de le souligner. Merci beaucoup. Et donc, pour répondre à ta question, j'assume que je fais un acte politique. Et voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai pas envie de l'argumenter, j'ai pas envie de dire pourquoi. Et je crois que j'ai pris une responsabilité et aujourd'hui il faut l'assumer, et donc en effet je fais un acte politique. Et lorsque j'accompagne donc Koubra depuis 2015, lorsqu'elle a été exfiltrée d'Afghanistan parce qu'elle avait une fatwa, lorsque j'accompagne des artistes comme Paul Pi, qui ne peuvent pas travailler au Brésil parce qu'il a décidé de devenir un homme alors qu'il était femme dans son pays, et que c'était au moment de l'arrivée de Bolsonaro. Lorsque j'accompagne Anapi, qui a dû se réfugier en France parce que son père est encore aujourd'hui disparu et qui a été sans doute enlevé par des proches de Bolsonaro, quand j'accompagne Wael Al-Kak, un Syrien. Voilà, je fais de la politique. En fait, sur ce point, il me semble important d'écouter la parole de Michael Dissanga et Christiana Tabarot, qui nous amènent ailleurs, mais quand même pas très loin des crises dans
dans lesquels nous sommes submergés aujourd'hui. Donc Michael d'abord et puis Christiana. Bonjour. Je vous salue depuis Mbanzangongo, ville située à 2h30 de Kinshasa, où ma femme, notre fils Bunja et moi-même se cachons de l'adversité de ce monde qui parfois tend à nous réduire à des simples prisonniers à ciel ouvert. Ce monde tel qu'il se présente à nous est d'une laideur oppressante. Le monde dans sa marche actuelle est une farce de mauvais goût. Une pièce de théâtre avortée dont les acteurs, imbus d'eux-mêmes, se perdent dans leur quête d'essence. Pièce dans laquelle chaque comédien, bien que déjà piètre dans son rôle de vivant, dans son rôle d'humain, se dispute le rôle important. Oui, le monde, nous vivons une crise sans précédent et ce n'est pas une crise financière, malgré les arnaques des capitalistes, ni les crises sanitaires à répétition dont la dernière se nomme coronavirus. Encore moins les guerres du Congo et ses millions de morts, mais plutôt une crise de l'humain qui d'ailleurs n'est pas nouveau. Ce sont là des résultantes de la perte d'humanité puisque depuis la nuit des temps, l'homme cherche à dominer l'homme, à le classifier selon la race, la taille, la forme du nez, la morphologie ou l'appartenance géographique. Bref, l'homme a sorti l'humain de lui et ne trimballe plus qu'en être dévalué parce que son humanité a désormais un prix, a une race. La guerre au Congo, par exemple, n'est pas une catastrophe notable qui nécessiterait un élan de solidarité aussi grand que la guerre en Ukraine. Je suis Christiana Tabaro. Je suis une mère parfois obligée de laisser son bébé comme gage de retour en République démocratique du Congo, pays où je vis et travaille quand je voyage en dehors du continent africain. Il y a presque 2 ans, notre groupe s'est retrouvé sous une liste noire, c'est-à-dire interdiction de voyager en Europe pour tous les artistes du collectif Dardar. Une punition collective suite à la fuite en Europe d'un artiste engagé ponctuellement dans un projet du groupe. Et s'accumulent depuis des refus de visa, nous empêchant de faire notre travail correctement. Cette situation nous laisse croire que nous sommes des prisonniers à ciel ouvert. Dois-je dire que mon fils est né du mauvais côté de l'Atlantique? Oui, l'humain manque de plus en plus dans les hommes et les femmes actuels. Ou sinon, comment expliquer ce gouffre dans lequel on se retrouve maintenant? Pour traverser cette crise, nous n'avons compté que sur la chaîne de solidarité que nos amis de partout ont formée autour de nous, comme la metteuse en scène Adeline Rosenstein et toute l'équipe du laboratoire Poison par exemple. Je pense que le monde doit s'ouvrir au monde, se montrer plus solidaire en mettant plus l'accent sur des actes humanisants. Sur ce point-là, le monde a beaucoup à apprendre de l'Afrique. C'est pourquoi maintenant que tout le monde nous attend ailleurs, nous avons décidé de quitter Kinshasa pour s'installer à Mbanzangungu, là où tout est à construire, mais l'humain est au centre de tout. Pour nous réinventer dans un théâtre d'hospitalité avec la solidarité humanisante des habitants de cette ville, afin que les acteurs de la vie n'avancent plus à reculons en niant l'humain en eux et que leurs actes habitent désormais loin du mépris et de la condescendance. Cette intervention poignante peut nous laisser complètement sans mots, c'est vrai, et pourtant elle nous commande d'agir. Et la question qui me semble la plus cruciale et peut-être la plus difficile, c'est de se dire comment, tout en menant des actions solidaires, veiller à ce que le reste de nos actions ou nos actions solidaires même ne reproduisent pas des schémas de domination. Ce sont des questions qui ont occupé le projet Reshape pendant plusieurs années et plusieurs d'entre vous aussi. Donc peut-être, Milica, sur comment échapper au rapport de force, au rapport de domination que nomment très justement Christiana et Michael, et que tu as évoqué au début, Victor. Peut-être partager avec nous quelques réflexions là-dessus. Merci Juliane, tu me mets toujours dans cette situation de devoir réagir après un témoignage fort. Il
il y a beaucoup de choses à dire sur ce que Michael et Christiana, ces artistes formidables, ces personnes formidables, ont partagé avec nous. Je vais m'arrêter sur ce point que Christiana a évoqué, cette nécessité d'apprendre de l'Afrique. On le sait tous, je ne vais rien vous apprendre. Nous sommes aujourd'hui dans un mouvement en Europe, en France, certainement en Europe, mais au niveau mondial aussi, dans un mouvement de repli, de montée des nationalismes, voire de montée des fascismes. Et en tant que secteur culturel, nous nous sentons souvent démunis face à ça. Et il me semble nécessaire, il me semble urgent pour mieux nous équiper, pour pouvoir répondre et se confronter à ces réalités. Il me semble urgent qu'on construise des alliances et des complicités avec ceux qui sont engagés dans cette lutte contre les nationalismes et contre le repli depuis des décennies. Et je pense notamment à des artistes, des acteurs culturels venant d'Europe de l'Est, des Balkans, du monde arabophone, et, comme le dit avec beaucoup d'éloquence Christiana, d'Afrique, justement pour pouvoir apprendre de leurs pratiques, apprendre de leurs actions et les appliquer dans un contexte qui nous laisse peut-être démunis. Mais pour cela, il me semble nécessaire aussi qu'on arrive à changer les rapports qu'on construit et qu'on installe. Et Victor, tu l'as évoqué aussi, avec les acteurs de ces pays-là. Et là, j'ouvrirai cette question du regard, de la perception des œuvres, de l'interprétation des œuvres. Nous sommes ici dans un contexte peut-être de centre ou de centre perçu ou de centre auto-perçu par rapport à notre secteur. Et venant de ce centre-là, nous tombons parfois dans le piège de penser que nous détenons la clé, les codes objectifs de qu'est-ce qui est excellent, de qu'est-ce qui est bien ou pas bien, de qu'est-ce qui est daté, comme on dit parfois, ou à contrario, ce qui est innovant. Et il me semble nécessaire que nous questionnons cette conviction-là, que nous questionnons cette objectivité neutre que nous pensons habiter, et que nous essayons d'agir contre cette démarche-là. Parce que dans cette démarche, ce que nous faisons, c'est soutenir un modèle qui est basé, qui est ancré sur l'inégalité. C'est parce qu'en ce faisant, nous soutenons des pratiques qui sont basées sur la productivité, sur la surproduction, sur l'exploitation des travailleurs, sur la réaffirmation des pratiques coloniales dont parlait Victor, sur l'extraction, sur la loi du plus fort. Et je pense que c'est là qu'il faudrait qu'on se questionne et qu'on agisse. Et je pense que les institutions culturelles occidentales que nous habitons, que nous investissons, ont une responsabilité particulière à ce faire. Je n'ai pas de réponse, malheureusement, à ta question. Je n'ai pas de recette. Il y a une partie du projet Reshape, il y a un prototype que j'ai évoqué tout à l'heure, enfin un de ces prototypes dont je parlais, qui m'a beaucoup inspirée depuis que le groupe d'artistes qui y travaillait l'a publié. C'est le prototype Gouvernance du possible, et c'est un groupe qui a travaillé sur la question de comment construire une gouvernance plus équitable dans notre secteur. Et ils ont créé un manifeste qui est en fait un appel à action pour une transformation de notre secteur qui serait basé sur un nouveau paradigme. Un paradigme qui serait fondé sur une culture de la co-responsabilité et la survie collective du vivant, du libre et de la justice. Ce qui veut dire autrement dit, qui questionne comment orienter nos pratiques, nos actions, nos modèles d'organisation pour servir une cause un peu différente. Peut-être ça rejoint aussi ce que tu disais, Maria Carmela. Peut-on imaginer qu'un théâtre ne soit plus là, un théâtre par hasard, par exemple, ne soit plus là pour créer un lien entre un artiste et un public, ou une œuvre et un public, mais pour assurer cette survie du vivant, de la liberté, de la justice, la survie des êtres vivants de la planète, de leurs relations mutuelles, la survie de la liberté d'expression, de l'individualité, de l'identité, du mouvement, de la justice, d'une transition juste, de l'équité, de la solidarité. Et si on adopte réellement cet objectif-là,
Si c'est ça notre nouvelle mission, si on pousse plus loin cet exercice-là, comment nos lieux changeraient-ils? Quelle en serait l'architecture? Quelle en serait la programmation? Est-ce qu'on aura une programmation? Et surtout, quels seraient nos alliés principaux dans cet exercice-là, dans cette démarche-là? Ces alliés avec qui nous partagerons, à vrai dire, cette responsabilité de cette survie. Et c'est à cet endroit-là que j'ai envie qu'on pose aussi peut-être le débat. Ça me facilite beaucoup la transition parce que dans une tribune parue le 4 juillet, Maria Carmela, je te cite, dans Tribune dans Libération, pour repenser un projet, il faut accepter la rupture du modèle qui le précède, décider de se perdre en chemin et laisser la place au possible, revenir à la source, à l'essentiel, à sa raison d'être et reposer des questions simples. Que construisons-nous ensemble et qui incluons-nous dans cet ensemble? Cela croise les paroles particulièrement de Mohamed El-Khatib, donc je vais vous inviter à l'écouter rapidement avant d'en parler davantage. Je crois qu'être préoccupé par une crise, c'est un luxe qu'on peut plus se permettre. C'est un luxe qui appartient au monde d'avant, où vous pouviez être préoccupé par une crise. Alors qu'aujourd'hui, où que vous tourniez la tête, vous êtes assailli par les crises militaires, politiques, économiques, sociales, sanitaires, écologiques, et que cette convergence des crises, comme ça, qui nous tombe dessus, elle participe d'une morosité ambiante et qui nous met dans un état de... Je ne me sens pas préoccupé, mais plutôt fragile. Ça nous met dans un état de fragilité. Et ce, depuis le sortir de la pandémie, sortir relatif. Et cette fragilité, elle m'interroge, je me dis comment on la traite. Ça fait plusieurs mois que dans la plupart des théâtres, je joue devant des salles à moitié vides. Et donc je me demande, une de mes préoccupations, est-ce que les gens vont revenir? Et puis dans le fond, est-ce qu'on a intérêt à ce que les gens reviennent si c'est pour leur présenter ce qu'on leur servait dans le monde d'avant, avant la crise, alors est-ce que leur retour est vraiment nécessaire? Alors, quand ça va pas très bien, en général, je retourne aux fondamentaux. Voilà, par exemple, Pierre Bourdieu, 850 pages, là, ça vous fait tout le mois d'août. Mais le problème de Bourdieu, c'est que ça apaise un peu les symptômes, mais ça règle pas la question. Et la question, pour moi, elle est plutôt comment ouvrir la scène à l'autre, comment développer une hospitalité de la scène, et plutôt que de travailler la question des formes, des avant-gardes formelles, travailler plutôt la question de l'adresse. Comment on peut élargir nos adresses, s'adresser à tous en somme. Voilà, c'est pas la peine d'acheter le bouquin, il est pas terrible, mais le titre est excellent. Et je me rends compte que ces 10 dernières années, j'essaie de m'inspirer de plus en plus de ce qui se fait dans les arts plastiques. Je pense à cette question comment faire art, comme on fait société, qui est une initiative des nouveaux commanditaires, et comment on peut travailler différemment avec les publics. Et je crois que après avoir fait une dizaine de spectacles, je me rends compte que l'initiative qui me paraît la plus juste, ça a été la création d'un centre d'art dans un EHPAD, où c'est la première fois où je me sens grandi en tant qu'artiste, où je sens que le projet est juste et utile à la société, mais aussi à tous ceux qui l'ont traversé. Et c'est la première fois que je voyais des gens totalement différents, qui ne sont pas censés se rencontrer, travailler ensemble. Des gens qui s'ignorent entre le monde médical, le monde sanitaire et le monde de la culture. Et voilà, je crois qu'il y a un endroit là, à accepter parfois de prendre des risques et d'aller hors des sentiers battus, c'est-à-dire sortir des théâtres. Et je me rends compte que quand les théâtres sont en travaux, on est obligé de discuter avec ses voisins et d'inventer des nouvelles formes. Alors peut-être qu'il faudrait mettre en travaux tous les théâtres de France pendant 2-3 ans, et pour qu'on s'oblige à inventer des nouvelles formes de rencontres. Donc Maria Carmela, sur cette question de développer l'hospitalité de la scène, de penser l'art pour faire société, peux-tu aussi, après avoir écouté le propos de Mohamed, peut-être développer un peu? Je ne peux qu'adhérer avec ses propos et aussi avec les tiens, Milicia,
en effet, il faut réinventer nos manières de travailler et qu'en effet, peut-être, il faut remettre les théâtres en travaux, et pas parce qu'ils ont des travaux, mais en travaux. Je crois que ça serait déjà un bon début. J'aimerais me répondre par une anecdote, parce qu'elle me fait rire, parce que je me moque de moi-même, en fait, avec cette anecdote. Mais elle est intéressante parce que, d'abord, ça me permet de vous dire que ce qui a changé cette crise dans ma vie, c'est que j'accueille 13 personnes dans ma maison et qu'on est passé de mon compagnon et moi et un chat à mon compagnon et moi et 13 personnes et le chat est resté. Donc, lorsque cette famille afghane est arrivée, enfin une première famille afghane est arrivée à la maison, la mère de famille a voulu faire à manger. Et donc moi, en bonne occidentale, je nettoie le plan de travail. Et je vais lui dire, je me suis dit, je vais faire une place extraordinaire, elle va pouvoir travailler comme elle veut, ça va être nickel et tout. Et donc elle arrive avec ses légumes, etc., qu'on était allés acheter ensemble, etc. Et elle s'accroupit au sol et elle fait la cuisine au sol. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça, en fait. Il faut qu'on s'accroupisse et qu'on fasse la cuisine au sol. Et c'est cette démarche-là, en fait, qui est importante. C'est-à-dire, je dis souvent, il faut faire la moitié du chemin. Et donc, en effet, il faut ne plus avoir de plan de travail et se mettre à couper avec nos artistes et avoir ce qu'ils ont à nous raconter. Et ensuite, comme le disait Joris, aujourd'hui, ces artistes sont là. Accompagner des artistes en situation d'exil et réfugiés, c'est comme avoir, j'ai envie de dire, une pierre précieuse dans les mains qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention et de précaution. Et en fait, c'est l'artiste qui va définir sa trajectoire. Et nous, on est là que pour écouter, j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai fait avec Koubra. Koubra, il y a 5 ans, non, 7 ans, personne ne savait, et sans doute pas elle-même, ce qu'elle serait aujourd'hui. Et en fait, c'est cet accompagnement, cette écoute permanente qui fait que à un moment, l'artiste va définir sa trajectoire, va définir son parcours. Et aujourd'hui, au Koubra Academy, elle fait l'affiche du Festival d'Avignon et elle expose à la collection Lambert. Je pense qu'en 2015, quand elle et moi on s'est rencontrés, on n'imaginait pas une seule seconde ça. Et comment on arrive à construire ce parcours avec chacune et chacun des artistes, c'est cette attention du quotidien, cette écoute du quotidien. On écoute le cœur de l'artiste, en fait, quasiment, hein, les pulsations du cœur, et il faut avancer dans ce sens. Et puis, il y a aussi, on faisait la réflexion, Joris, toi et moi, peut-être que tu peux... Enfin, non, c'est pas moi qui passe la parole, pardon. Tu en parleras après. Mais on se disait aussi qu'il y a des artistes qui aujourd'hui n'ont... Enfin, en particulier chez les artistes afghans et afghanes, certains sont très très jeunes. Ils étaient en train de faire leur parcours d'études. Hein. Et donc, il y a certaines personnes, artistes qui aujourd'hui sont en France, ont envie, parce que l'exil, c'est une nouvelle vie, c'est la possibilité d'une nouvelle vie qui s'ouvre. Certaines personnes ont envie de passer à autre chose, en fait, et de faire des études, je sais pas, de nouvelles technologies ou de cuisine, ou j'en sais rien. Enfin, c'est à elle de décider. Et même à cet endroit-là, il faut être à l'écoute et accompagner cette mutation. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Je me permets quand même, mais plus en rebond, en fait, avec, je dirais, l'intervention de Mohamed et finalement ce qu'il en ressort. Moi, je voudrais juste dire, en fait, que je me méfie quand même a priori de ce qui serait cette tentation de penser qu'en fait c'est en renversant complètement nos pratiques que la solution viendrait, que c'est
En fait, je crois que c'est simplement qu'on est en train de redécouvrir par des actions comme Mohamed a nommé et a vécu cette création d'un centre d'art en EHPAD, ou l'action qu'on a pu mener qui nous confronte à des réalités qu'on avait jusqu'à présent ignorées. Ça doit pouvoir infuser dans nos manières de reconsidérer ce qu'est notre action publique et qu'elle reste multiple dans le soutien à la création, et en continuant à croire avec conviction que l'acte de création reste engagé dans un processus d'ouverture à toutes et à tous, mais qu'on a aussi toute une part de notre travail qui consiste à redonner du sens et de la valeur aux institutions que l'on dirige, pour que les publics se reconnaissent à l'intérieur de ces institutions dans une situation de crise majeure qui nous dépasse très largement et qui dépasse très largement la culture, qui est une défiance vis-à-vis de l'institution qui est en train de s'effondrer. Sur la question des publics, notamment, c'est bien le cas. Donc, quand Marie-Pia, tu parlais de la question de la transition, évidemment, les enjeux, ils sont là. Là, on parle de la question de l'accueil, de l'hospitalité, des migrations, de comment on s'ouvre quand on a la chance de vivre dans un pays qui n'est pas encore complètement fermé, et ce qu'on entreprend pour le faire. Mais c'est vrai, effectivement, sur la question de la transition environnementale, c'est vrai de la transition numérique, toutes ces questions, elles sont liées. Donc, qu'est-ce qu'on va incarner? Qu'est-ce qu'on incarne? Qu'est-ce que nos lieux incarnent? Quelle est notre parole et comment elle se traduit en actes? Donc la question, elle n'est pas tellement de se dire est-ce qu'il faut tout jeter et tout recommencer depuis le début. Je pense que ça peut être aussi un effet de la modernité et finalement une traduction autrement de ce que l'on faisait déjà précédemment, ou en tout cas une manière d'accompagner la perpétuation du modèle dans lequel on vit et on travaille, parce qu'on sait très bien que les modèles dans lesquels qui existent sont très prompts à intégrer leurs propres critiques. Et donc, en fait, je pense que c'est plus un exercice de lucidité à faire et une démarche qui est très, très globale, mais qui ne nous incombe pas à nous seuls dans nos pratiques, mais là où ça nous incombe, c'est dans la contribution qui est la nôtre, directe et parfois invisible, et des fois directe dans l'influence qu'on peut avoir dans la capacité qui serait la nôtre à croire encore que d'autres mondes sont possibles. Ernst Bloch, que j'aime bien citer ces derniers temps, disait que sans l'hypothèse qu'un autre monde est possible, il n'y a plus que la gestion administrative des hommes et des choses. Et je pense qu'on vit là-dedans. On vit dans cette gestion administrative des hommes et des choses, et qu'évidemment, il faut qu'on réussisse à en échapper, et que le travail, entre autres, de l'art et la question de l'hospitalité et de notre confrontation avec d'autres cultures, d'autres pratiques, évidemment, elle nous invite à une humilité, mais à quelque chose qui doit nous permettre de le transformer en la perspective d'autres mondes possibles. Et là, c'est de la politique aussi, mais sans l'orienter directement non plus vers Jean-Luc Mélenchon. C'est pas que ça. Mais cela nous renvoie... Il y a des applaudissements. Cela nous renvoie en tout cas à ce que tu nous as dit, Victor, au tout début, c'est comment ne pas perdre la mémoire justement au moment où une crise s'éclate. Je me rends compte qu'il nous reste un maximum d'une dizaine de minutes et j'aimerais vraiment ouvrir la salle à 2 questions. Non ? Il faut qu'elles arrivent très rapidement, ces 2 questions. On a des artistes aussi dans la salle pour la première fois, donc... Si on voit des mains, et entre-temps, le temps que je vois les mains, peut-être pour finir sur une dernière question avec les présents, une question qui est celle de qu'est-ce que nous apprend une crise sur nous-mêmes ? Oh, sur nous-mêmes, ça te dit. À vous aussi. Est-ce que je peux dire, c'est lyonnais de ce que tu dis, mais c'est juste aussi pour raconter un peu de contexte. J'ai entendu une lecture d'une philosophe qui est aussi théosophe et qui est aussi un prêtre et maintenant aussi sniper en Ukraine.
lecture sur le sujet de l'humanisme pendant la guerre. Pour être sniper, pour lui, c'est pour défendre l'humain contre le terrorisme. C'est pour ça qu'il fait ce choix, comme ça. Et il parle dans les termes d'Aristote, comment pour être citoyen. Il y a 2 niveaux qui sont très importants chez Aristote pour être citoyen, vrai citoyen. C'est pour aimer justice, pour être dans la justice, oui, et défendre ça. Mais le 2e niveau, c'est pour aimer l'humain. Et ce 2e niveau, c'est vraiment lié que tout ce que tu fais vient de ton aime à les autres et ton affection avec les autres. Et c'est où il y a la solidarité. Et pour être citoyen, il faut avoir les 2. Si tu es juste justice, mais sans solidarité, ça ne marche pas. Si tu es de solidarité, mais sans justice, ça ne marche pas. Mais si tu gardes les 2, tu vas protéger et l'humain et la justice. Donc c'est pour répondre à ta question et aussi pour peut-être c'est aussi les réponses. Oui, tout à fait. Il y a une main levée. Oui. Bonjour, je ne sais pas si je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire vraiment rapidement, parce que tout d'abord c'est très frustrant qu'on donne après une telle conférence très très importante et un tel débat le temps seulement à 2 personnes, et comme ça on se sent très très frustrés et nous sommes en rage de dire ce qu'on a à dire. Tout d'abord, je vous remercie pour avoir eu le courage de nommer les choses par leur nom. Par exemple, je cite un exemple ici, l'apartheid, qui se trouve en Palestine, malgré l'épée de Damoclès qui menace n'importe quel être humain, ou quel responsable, ou quel politicien d'antisémitisme, s'il ose dire ça. Bon, on a dit là ce que plein des milliers de millions de gens le pensent, mais qu'ils n'osent pas le dire. Donc merci pour ça. Il y a eu beaucoup aussi d'autres réflexions très très intéressantes. Je voudrais justement juste dire que là, il y a la brochure des spectacles à découvrir, des rencontres pour échanger en Avignon 2022. J'aurais vraiment aimé que les spectacles des régions en crise soient au moins cités. Par exemple, il y a un spectacle de Palestine qui s'appelle Milk, il y a un spectacle du Liban qui s'appelle Jogging, il y a des soirées de poésie très très intéressantes. C'est une occasion de le dire, et je voudrais à ce sujet faire une petite publicité, parce qu'il faut oser le faire, parce que ça n'existe pas ici. J'invite les gens qui assument la responsabilité politique à venir voir mon spectacle en avant-première le 19, qui s'appelle Jogging, gratis. C'est à 3h30 ici au théâtre, mais il faut se présenter à 3h. Il suffit de me retrouver, de me donner l'email et le nom. Mais je ne voudrais pas faire une ségrégation. Aussi, j'invite ceux qui n'ont pas, qui ne veulent pas assumer leur choix politique, parce que je crois qu'en échangeant et en discutant, comme on l'a très bien fait ici, et je remercie Londa pour ça, on peut changer d'avis, on peut s'échanger de positionnement. Donc, vraiment, merci. Et je voudrais juste dire que je ne sais pas comment on peut dire que, en se considérant citoyen, et vraiment donner l'importance au fait de voter, comment on peut s'écarter de ce qui est politique du moment qu'on tient à ce droit de vote. Et je me demande comment on peut accepter, par exemple, qu'on fasse une ségrégation des gens, des réfugiés blancs, des réfugiés noirs, des réfugiés métis, entre les deux. Et je ne comprends pas comment on peut vraiment débattre de toutes ces questions du moment que, quand on est invité à des festivals prestigieux et qu'on a des invitations officielles de la part d'un festival comme Avignon, pourquoi je dois postuler 3 fois de suite et vraiment avoir recours à des dizaines d'institutions pour que je puisse convaincre le consulat français à donner le visa
pour les artistes et que 2 fois j'étais obligée de voyager toute seule ou à demi avec la moitié de mon équipe pour pouvoir me présenter. Et donc, voilà, je suis très satisfaite de du dernier débat, du débat en général. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je voudrais laisser la place aux autres. Merci beaucoup. Oui, merci. Il ne nous reste plus du temps du tout. Il faudrait que je finisse avec un dernier mot, Marie Caramella. Oui, peut-être répondre à ce que la crise provoque. En fait, ça a surtout appuyé sur ce que je savais déjà, mais ça l'a amplifié. C'est que les démocraties sont précieuses. Ça m'a surtout appris ça, cette crise. Enfin, les crises m'apprennent ça, que les démocraties sont précieuses et fragiles, ce que chacun d'entre nous savons, et que les artistes sont sans doute les garants, les premiers garants de cette démocratie. Et que dès que les artistes sont attaqués, c'est que les démocraties sont en danger. Et moi, juste une dernière phrase, et je m'en excuse, Victor, parce que je respecte énormément, évidemment, la parole exprimée par toi et tout ce récit sur aussi l'histoire de ton pays et de sa relation à la Russie. Il serait difficile pour moi de ne pas exprimer malgré tout l'attention qui me semble nécessaire ici en France de porter à des artistes russes, mais des citoyens russes, des penseurs qui sont eux aussi victimes d'un régime dans leur pays et qui sont en exil. Et je m'excuse de cette parole que je sais polémique, mais qui était importante pour moi de formuler. En tout cas, c'est sûr, ça va nous occuper pendant le reste de tout le déjeuner. Ça peut être une... Juste une petite mot pour répondre à ça. Seconde. Vas-y. Que si je dis par rapport à la Russie, c'est juste pour prévenir, mais ce n'est pas à moi de prendre les décisions, c'est à vous. J'ai prévenu pour par rapport aux problèmes que vous pouvez avoir, et c'est à vous à gérer. Donc. Merci Victor, merci à toutes et tous. Il faut maintenant...